Et nous reprenons par une communication qui servira un petit peu d'introduction à toute la session de l'après-midi, qui va nous amener à regarder, à comparer, à mettre en perspective Saint-Étienne-de-Bourges et Notre-Dame de Paris. L'actualité a attiré l'attention sur Notre-Dame de Paris ces dernières années. Désormais, Notre-Dame est l'une des cathédrales sur lesquelles on possède le plus d'informations pour ce qui est de la matérialité. Et c'est relativement nouveau, ce n'était pas le cas avant 2019. L'hyperfréquentation touristique de Notre-Dame faisait qu'il était parfois aussi, la vigilance un petit peu tatillonne du clergé, faisait qu'il était assez difficile de mener des recherches à Notre-Dame, si bien que, à part quelques points particuliers, on vivait encore largement on roulait encore sur les acquis d'une bibliographie qui pouvait remonter au début du XXe siècle. Ça n'est désormais plus le cas. Le chantier scientifique organisé par le CNRS et le ministère de la Culture pour accompagner la restauration a permis de bien mieux connaître Notre-Dame désormais sur le plan de ses matériaux, sur le plan de la mise en œuvre de ces matériaux et donc de la construction de l'édifice. Il devenait donc tentant, dans ces conditions, dans ces circonstances, de faire une comparaison avec la cathédrale de Bourges, parce que la cathédrale Saint-Étienne de Bourges a également connu, ces dernières années, ou je dirais ces 2 dernières décennies, une dynamique de recherche assez forte. Qu'on pense simplement au colloque organisé par la DRAC en 2009, puis à nouveau en 2012, les 2 ont été publiés en 2017, qu'on pense à la même année 2017 à la publication de l'ouvrage dans la série La grâce d'une cathédrale sur Saint-Étienne-de-Bourges, que l'on pense au Congrès archéologique de France tenu en 2017 et publié en 2019, que l'on pense à la thèse d'école des chartes d'Étienne Hamon qui était déjà soutenue en 1999, que l'on pense aux analyses menée par Jean-Louis Taupin sur l'usage du fer dans la cathédrale. Ça remonte à 1996. Maxime Lhéritier est revenu sur ces questions en 2010-2011. Et puis, il y a eu enfin, je regarde de l'oublier, le livre sur les charpentes de Frédéric Épault, qui est intervenu tout à l'heure et qui date de 2017. Donc, vous voyez, dans ces 20 dernières années, une actualité très riche sur la cathédrale de Bourges. Comparer Notre-Dame de Paris et comparer Notre-Dame de Bourges, la comparaison n'a rien d'artificiel parce qu'après tout, il s'agit de 2 grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique et de 2 monuments qui ont souvent été rapprochés l'un de l'autre. L'objectif de la session, donc toute cet après-midi, est double. D'abord, premier point, commencer à mettre en perspective les résultats acquis à Notre-Dame, les comparer à ce que nous savons d'autres cathédrales gothiques, en premier lieu à Bourges, par exemple, l'emploi du fer, la datation des voûtes sexpartites ou l'épaisseur des voûtes. Et deuxième point, revenir, à la faveur de ce contexte, sur l'une des questions les plus énigmatiques de l'histoire de l'architecture gothique des XIIe et XIIIe siècles en France, à savoir la genèse de la cathédrale de Bourges, ses modèles, puisqu'on entend souvent dire que c'est Notre-Dame de Paris qui serait le modèle de la cathédrale de Bourges. Alors en effet, depuis le XIXe siècle, les historiens de l'architecture gothique ont été frappés par le parti très singulier qu'offre la cathédrale de Bourges, d'abord dans sa monumentalité, dans ses dimensions qui s'imposent à l'œil dès qu'on approche de l'édifice, mais également par le détail de sa forme, de sa structure, un plan très singulier avec une nef à 5 vaisseaux, ça n'est pas si fréquent dans l'architecture gothique. Pas de transept, donc une volumétrie particulière, un vaisseau qui se déploie d'ouest en est sans interruption, un petit peu à la manière des basiliques circiformes de l'architecture paléochrétienne. Un double déambulatoire qui prolonge les 5 vaisseaux de la nef, et puis une série de 5 minuscules chapelles rayonnantes non jointives, combinées l'ensemble à des travées doubles couvertes de voûtes sexpartites. Le plan est singulier, l'élévation ne l'est pas moins,
avec ces 3 niveaux, mais qui ne suivent pas le rythme ABA, c'est-à-dire une taille équivalente pour les grandes arcades et les fenêtres hautes séparées par la bande du triforium, le rythme que l'on trouve à la fin du XIIe siècle à la cathédrale de Chartres et à la cathédrale de Soissons, qui sont les contemporaines exactes de la cathédrale de Bourges. Donc pas cette structure-là, pas ce rythme-là. En revanche, une structure pyramidale, échelonnée, bas-côté externe, bas-côté interne et vaisseau central. Des voûtes sexpartites, je l'ai dit, retombant sur des piles qui sont alternativement fortes et faibles, alors que dans les cathédrales de la même époque, cette alternance tend à disparaître, et des piles qui ne suivent ni le modèle de Chartres, des piles cantonnées, ni le modèle soissonnais, c'est-à-dire des piles soissonnaises. Frappés par ces caractéristiques, les historiens de l'architecture gothique en ont cherché l'origine et ont établi, entre la cathédrale de Bourges et la cathédrale de Paris, l'existence d'une relation privilégiée qui ferait de la cathédrale du Berry un édifice fortement influencé par la cathédrale parisienne. Bourges lui devrait, par exemple, le dessin des voûtes de l'église inférieure, à voûtins triangulaires emboîtés, ils sont surlignés ici en bleu à Notre-Dame de Paris, et les voici dans la crypte ou dans l'église basse de la cathédrale de Bourges, ou bien les grandes voûtes sexpartites de son vaisseau central et bien sûr jusqu'à son plan à 5 vaisseaux prolongés autour de l'abside par un double déambulatoire sans ces grandes chapelles rayonnantes jointives que l'on trouve depuis Saint-Denis, peut-être même un petit peu avant, jusqu'à la fin de l'époque gothique. Et il n'est pas jusqu'aux oculi qui ajourent les voûtes de la cathédrale de Bourges qui ne pourrait passer pour une sorte de transposition d'un motif qui règne ou qui régnait à Notre-Dame de Paris au 3e niveau de l'élévation. Convaincu que Notre-Dame était bien le modèle imité par l'architecte, pour l'instant anonyme, de la cathédrale de Bourges, Viollet-le-Duc a même dessiné l'hypothèse selon laquelle Notre-Dame avait pu comporter, avant la construction des chapelles rayonnantes dans la seconde moitié du XIIIe siècle, avait pu comporter de petites absidioles greffées sur le double déambulatoire de son chevet et comparables à celles qui existent encore aujourd'hui à Bourges. Dans la logique selon laquelle il fallait nécessairement que ces absidioles existent à Paris, puisque Bourges dérivait de Paris. Alors, cette reconstitution date du milieu du XIXe siècle. Dans le courant du XXe siècle, les historiens de l'art ont entériné cette filiation parisienne autant qu'ils l'ont nuancée. C'est-à-dire que parmi les principaux historiens de l'art qui se sont intéressés à Bourges, plusieurs ont expliqué ce qui distinguait, ce qui séparait, ce qui éloignait la cathédrale de Bourges de la cathédrale de Paris, mais le point de référence, le point de raisonnement, l'axe du raisonnement a toujours été Notre-Dame de Paris. Ainsi, par exemple, dès 1938, Henri Faucillon, dans son Art d'Occident, expliquait insistait sur l'ampleur des volumes intérieurs de la cathédrale de Bourges, et il écrivait cette phrase: « La cathédrale de Bourges, unie à Notre-Dame par tant de caractères, s'en distingue radicalement. » Vous voyez que c'est une manière de prendre de la distance par rapport à la comparaison avec Notre-Dame de Paris, et en même temps, c'est une manière de toujours comparer Bourges à Paris. Quelques années plus tard, Jean Bonny, qui lui aussi, un petit peu comme Faucillon, a fait une bonne partie de sa carrière aux États-Unis, a publié un article qui est difficile d'accès, puisqu'il est publié dans une revue extrêmement difficile à trouver. L'article s'appelle « Essai sur la spiritualité de deux cathédrales », il date de 1943. Et Jean Bonny soulignait la maîtrise
de plus en plus grande à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle, dans la conception du contrebutement. Pour Jean Bonny, comme pour une partie de sa génération d'ailleurs, les arcs-boutants n'existaient pas à l'origine de l'architecture gothique. On sait depuis que c'est faux, mais c'est quand même comme ça qu'il pensait. Et pour Jean Bonny, les arcs-boutants apparaissaient sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Ensuite, ces arcs-boutants étaient conçus de manière de plus en plus sophistiquée et permettaient d'aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire en l'occurrence désencombrer l'espace intérieur, assurer un meilleur report des poussées, libérer les volumes intérieurs, et il concluait, vous avez la phrase à l'écran, plus rien à Bourges, sous-entendu, plus rien de la structure cellulaire de Notre-Dame, tout se passe comme si l'emploi de l'arc-boutant avait permis de vider de l'intérieur la masse pyramidale de Notre-Dame de Paris et de n'en plus conserver que l'enveloppe. À son tour, quelques années plus tard, 1962, Robert Branner, qui avait consacré sa thèse à la cathédrale de Bourges, a minimisé l'influence de Notre-Dame sur bien des points, sur la conception du volume, sur la formidable homogénéité de l'intérieur de l'édifice, et puis sur beaucoup de points de détail, comme le plan à 5 vaisseaux, qui ne lui semblait pas être particulièrement inspiré de Notre-Dame, ou même sur les voûtins triangulaires, à propos desquels il écrivait la phrase suivante. « Les voûtes triangulaires de la crypte de Bourges, que bien des historiens ont invoquées en dernier lieu pour prouver la filiation entre Paris et Bourges, n'étaient pas rares au milieu du XIIe siècle dans la région parisienne. » Sous-entendu, Notre-Dame de Paris est un point de comparaison, mais un parmi d'autres et pas le seul. De plus, la construction des voûtins triangulaires de Bourges n'est pas du tout la même qu'à Paris. Enfin, en 1965, Pierre Héliot a encore approfondi l'analyse de la structure pyramidale en cherchant les origines jusqu'à l'abbatiale de Cluny III. Mais quelles que soient les nuances émises par les uns et les autres, et les noms que j'ai cités, Faucillon, Bonny, Branner, Pierre Héliot, ne sont pas les moindres signatures dans l'histoire de l'architecture gothique, quelles que soient les nuances qui ont accompagné, nuancé cette hypothèse qui reliait Notre-Dame de Paris à Bourges, eh bien, il semble que le dessin de Viollet-le-Duc a vécu sa propre vie et qu'il avait en quelque sorte échappé à son créateur, si je peux dire les choses comme ça. Il semble en effet avoir eu plus d'impact que les textes, peut-être parce que c'est une image et qu'une image peut être reproduite, peut être analysée, etc. Il a eu plus d'impact que les textes de Faucillon, de Bonny, de Branner et de Pierre Héliot. Il a même été encore reproduit par Dieter Kimpel et Robert Zucale en 1985-1990, dans ce qui est le dernier grand livre en date sur l'histoire de l'architecture gothique en France. Ces deux auteurs allemands n'ont pas manqué de signaler que l'archevêque de Bourges, à la fin du XIIe siècle, Henri de Sully, était le frère de l'évêque de Paris, Eudes de Sully, pas Maurice, même s'il porte le même nom. Maurice de Sully n'est pas de la même famille, mais il y avait un lien familial entre Eudes de Sully à Paris et Henri de Sully à Bourges qui pouvait expliquer une éventuelle imitation de Paris à Bourges. Et comme vous le voyez, dans une page de leur ouvrage où ils analysent la structure de la cathédrale de Bourges, eh bien, ils reproduisent en vignette le dessin de Viollet-le-Duc avec ses absidioles. Ils ont également cherché, tous les deux, à conforter l'hypothèse de Viollet-le-Duc par un argument d'ordre archéologique. Ils ont analysé les assises du mur d'enveloppe du chevet de Notre-Dame de Paris et ils se sont aperçus que elle semblait être discontinue dans chaque travée tournante, discontinue de part et d'autre de la travée centrale. D'où l'hypothèse qu'il avait dû exister là de petites chapelles comme à Bourges. Voilà ce qu'ils écrivent à ce sujet. On n'a pas encore attiré l'attention sur un point de comparaison important au niveau des petites chapelles. On parle de Bourges. Dans notre partie sur Notre-Dame de Paris, nous avons montré que le plan d'appareillage des piliers engagés rend vraisemblable l'existence, à une époque antérieure à la construction des chapelles rayonnantes du XIIIe siècle, d'une petite chapelle par travée. Un regard sur le plan de Bourges nous montre comment nous devons nous imaginer ces chapelles à Paris.
Donc on le voit, le plan de Viollet-le-Duc continue de faire sa vie, continue de diriger, d'orienter les pensées et l'analyse de Notre-Dame de Paris dans ces questions des relations entre Bourges et Paris. Et l'argument archéologique de Dieter Kimpel et Robert Zuccal a été également formulé à peu près à la même date, 2 ans après la publication en allemand du livre de Dieter Kimpel et Robert Zuccal par Caroline Bruselius, qui, dans son article de référence de 1987, écrit la même chose. La construction du mur de l'hémicycle et du mur sud est irrégulière. Le tracé de l'hémicycle est tel qu'il est probable que des chapelles rayonnantes existaient sur le pourtour. Viollet-le-Duc a suggéré la possibilité de chapelles rayonnantes en forme de niche comme à Bourges, chapelles qui, si elles ont existé, pourraient expliquer une partie de l'irrégularité du tracé de la maçonnerie du mur de l'hémicycle. Et là, l'allusion aux travaux de Kimpel et Zuccal, sur la base d'une analyse de la maçonnerie similaire à la mienne, on est en 1987, Dieter Kimpel et Robert Zuccal sont parvenus aux mêmes conclusions. Donc, chacun voit comment l'autorité de Viollet-le-Duc est sollicitée pour asseoir l'idée que Bourges dérive bien de Paris et l'idée que ce lien de causalité permettrait de restituer l'état initial du chevet de Notre-Dame de Paris avant la construction des chapelles rayonnantes actuelles qui ne remontent qu'au XIIIe et XIVe siècle. Avec désormais, vous l'avez compris, le risque de l'argumentation circulaire. À Bourges, il y a des chapelles rayonnantes, des petites absidioles en forme de niche. Elles devaient exister à Paris, donc Paris est bien la source de Bourges, puisque Bourges imite Paris, Paris est bien la source de Bourges, et on tourne sans plus arriver à s'en sortir. J'attire votre attention sur le relevé un petit peu sommaire qui accompagne la démonstration, qui est le document en haut à droite ici, et qui est une sorte de repérage des niveaux de joints, fait un petit peu avec les moyens du bord dans les années 1980. Alors avant de revenir sur cette idée d'une relation privilégiée entre Bourges et Notre-Dame et d'examiner ce qu'il convient d'en penser, je voudrais juste dire un mot pour peut-être régler la question de Cluny III, ne serait-ce que parce que Kimpel et Zuccal ont renchéri sur les remarques qu'avait faites Pierre Héliot au sujet des similitudes structurelles de Bourges et de Cluny III. La position actuelle de la recherche est un petit peu différente de celle que Héliot a proposée et qui a été entérinée par Dieter Kimpel et Robert Zuccal. En 2017, dans les actes du colloque de 2012 que j'évoquais dans mon introduction, Dany Sandron a proposé d'interpréter le parti échelonné des vaisseaux de Bourges, non pas comme une imitation de Cluny III, mais comme une citation de la première architecture chrétienne, c'est-à-dire celle des grandes basiliques romaines du IVe siècle, celle de Constantin, celle de Théodose, qui avait 5 vaisseaux, et 5 vaisseaux qui s'échelonnaient en hauteur. Et la proposition est tout à fait légitime et justifiée. Quoi de plus normal, en effet, pour un siège métropolitain, pour un siège primatial et même patriarcal, on l'a vu hier, un siège qui entendait faire remonter ses origines aux temps apostoliques, quoi de plus normal que d'aller imiter l'architecture des premiers temps chrétiens. Et c'est ce qui, à mon sens, fait naître la confusion au sujet de Cluny III, dont l'architecture cherchait, elle aussi, bien que pour des raisons tout à fait différentes, à rappeler l'architecture de la Rome chrétienne. Si bien qu'entre Cluny III et Bourges, il n'y a pas un lien de causalité, mais il y a en réalité une identité, presque un parallélisme dans la démarche, une identité de démarche, un parallélisme dans la démarche. Et c'est, je le crois, pour les mêmes raisons de statut, de hiérarchie, de projet architectural, qu'on peut être tenté de penser que le plan de Bourges ne dérive pas tant de Notre-Dame de Paris que de la métropole de Paris, c'est-à-dire la cathédrale de Sens. C'est une idée que j'avais déjà proposée au colloque de 2009, mais c'est ce qui explique surtout qu'à Bourges, l'implantation au sol des piles, et donc la trame géométrique qui sous-tend la conception du chevet, soit si différente de Notre-Dame de Paris, et en même temps, vous allez voir dans la diapositive suivante, si proche de ce que l'on voit à Sens. Si différente de Paris, ici Bourges en vert, Paris en rouge et la superposition des deux. On remarque sur la figure de droite
oui, de droite pour vous, que les absides ne sont pas concentriques. On voit que le voûtement du déambulatoire a été résolu à Paris par l'emploi de voûtins triangulaires qu'il a fallu, dont la construction a exigé l'implantation de piles en plus grand nombre, tandis qu'à Bourges, les voûtins triangulaires sont utilisés uniquement dans la crypte. On voit que le tracé des ogives et le placement des clés de voûte ne se superposent pas ou très mal. On voit qu'à Notre-Dame, le développement des lignes directrices n'est pas parfaitement radial depuis la clé de voûte de l'abside. Et on voit par conséquent que l'implantation des culées d'arc-boutant, qui découle de ce problème, est assez différente de ce que l'on voit à Bourges. En définitive, les deux plans se superposent mal l'un à l'autre. Tandis que, à l'inverse, si on prend pour point de comparaison la cathédrale archiépiscopale de Sens, et Sens parce qu'elle est archiépiscopale, la correspondance avec la structure de la cathédrale sénonaise est beaucoup plus satisfaisante. En développant donc sur 5 vaisseaux le parti de la cathédrale de Sens, qui n'en compte que 3, Bourges en conserve le principe de l'unité intérieure, donc l'absence de transept. Bourges en conserve les proportions de l'élévation, avec des grandes arcades assez développées. Bourges en conserve les grandes voûtes sexpartites, qui ne viendraient donc pas de Notre-Dame, mais plutôt de Sens. Et Bourges conserve encore l'alternance des supports dans le haut vaisseau. Tout ça pour vous dire que, de toute façon, il faut se déprendre du réflexe qui est aujourd'hui le nôtre et qui consiste à regarder Notre-Dame de Paris comme l'alpha et l'oméga de l'architecture gothique, même si, bien entendu, ce réflexe a encore été renforcé par l'énorme émotion qu'a suscité l'incendie de 2019. Mais dans une société médiévale excessivement attentive au respect des hiérarchies, le statut très différent des deux cathédrales, Paris simple suffragante et Bourges cathédrale métropolitaine primatiale avec des ambitions de cathédrale patriarcale, ce statut très différent des deux édifices rend suspecte l'idée que la cathédrale de Bourges ou le clergé de la cathédrale de Bourges aurait pu vouloir prendre modèle sur une cathédrale de niveau subalterne comme l'était la cathédrale de Paris. Alors venons-en, pour terminer, au point qui nous intéresse directement ici, à savoir la question de l'existence des absidioles rayonnantes dans le premier état de Notre-Dame de Paris. Je me permets d'abord de faire remarquer que le dessin de Viollet-le-Duc ne reflète pas, ou sans doute pas, la pensée de Viollet-le-Duc lui-même. Dans le dictionnaire auquel Rémi Fromont faisait allusion ce matin, Viollet-le-Duc s'exprime sur le chevet de Notre-Dame dans plusieurs articles, à l'article abside, architecture, voûte et cathédrale notamment. Et dans les 3 articles abside, architecture, voûte, Viollet-le-Duc accompagne son propos de plans restitués du chevet 12e de Notre-Dame. Vous les avez à l'écran. Abside, architecture et voûte. Vous remarquerez au passage qu'aucun de ces plans n'est exact. On pourra y revenir, mais il n'y en a pas un qui soit exactement le plan correct de Notre-Dame. Mais pour mon propos, je ferai surtout remarquer qu'à aucun moment, Viollet-le-Duc ne fait figurer la moindre absidiole rayonnante dans ces 3 dessins-là. Et à l'article cathédrale, c'est-à-dire dans l'article où se trouve le dessin avec les absidioles rayonnantes, Viollet-le-Duc précise dans son texte « Cette vaste église était dépourvue de chapelle. » Cette vaste église était dépourvue de chapelle. Ou s'il en existait, donc voilà une tournure extrêmement restrictive, s'il en existait, elle n'était qu'au nombre de 3, fort petite et située derrière l'abside, car nous avons retrouvé la corniche extérieure du double bas-côté sur presque tous les points de la circonférence de ce double bas-côté absidal. Ces chapelles ne pouvaient donc être percées qu'au-dessous de cette corniche et par conséquent n'occupaient qu'une faible hauteur et un petit espace. Mais nous serions, c'est moi qui ajoute le « mais » parce qu'il est dans la logique, nous serions plutôt portés à croire que 3 autels étaient placés contre la paroi de ce double bas-côté, sous-entendu qu'il n'y avait pas ces absidioles. Un dédié à la Vierge, l'autre à Saint-Étienne, le 3e à la Sainte Trinité. Donc Viollet-le-Duc lui-même ne croyait pas à la restitution qu'il a dessinée.
Ce texte est la reprise presque mot à mot, verbatim, d'une position qu'il avait exprimée 3 ans plus tôt dans un article un petit peu moins connu. Je ne lirai que la conclusion, ce qui correspond au petit trait rouge, ce qui nous porte à penser que ce rond-point en était totalement dépourvu de ces petites absidioles rayonnantes, alors qu'il les dessine dans le dessin qui va avec le texte. C'est quand même un truc un petit peu de schizophrène. Ce rond-point en était totalement dépourvu. C'est encore le cœur de l'église de Mantes, qui n'était entouré primitivement, ainsi qu'on peut le voir, que par un bas-côté simple, sans chapelle absidale. Donc voilà la position de Viollet-le-Duc. Bon, ce qui invite à prendre le dessin avec des pincettes. Si maintenant on revient à l'argument mis en avant par Kimpel et Zuccal, puis par Caroline Bruzelius, force est de constater que la correspondance des assises 12e de part et d'autre des percements 13e, 14e est plutôt bonne, comme on le voit ici sur ce document. Les lignes noires, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, si à peu près. Les lignes noires indiquent les assises qui sont en concordance de part et d'autre des trois baies percées au XIIIe, XIVe siècle. Les lignes jaunes marquent un décalage léger d'ordre centimétrique et les lignes rouges marquent un décalage plus significatif. Ce document est un document important, c'est un des apports du chantier scientifique de Notre-Dame parce qu'auparavant, il fallait se contenter d'une part de la simple affirmation de Kimpel et Zuccal qui n'ont accompagné leur affirmation d'aucune preuve graphique, ou bien il fallait se contenter du schéma fait avec les moyens du bord que je vous ai montré tout à l'heure de Caroline Bruzelius. Cette première impression d'une relative homogénéité est corroborée par l'examen du mur d'enveloppe du chevet du XIIe siècle sur sa face extérieure, aujourd'hui englobée dans les chapelles rayonnantes ajoutées après coup au XIIIe, XIVe siècle. Cet examen avait déjà été pratiqué par Viollet-le-Duc, on peut le penser d'après ce qu'il dit. Nous avons eu la chance, dans le groupe de travail Pierre du chantier scientifique, de pouvoir mener cet examen, mais dans des conditions assez difficiles que vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche, dans un espace confiné qui est encombré par un extraordinaire enchevêtrement d'arcs placés, construits au-dessus des voûtes du déambulatoire et destinés à porter les terrasses qui couvrent le déambulatoire. Cet espace n'avait jamais été méthodiquement exploré avant 2019. Mais autant qu'il a été possible d'en juger, l'extérieur du mur ne laisse pas apparaître d'éléments d'une toiture qui aurait pu couronner d'éventuelles absidioles rayonnantes, comme on en voit sur le dessin de Viollet-le-Duc, ce qui a porté notre collègue Andreas Hartmann-Virnich à restituer un mur lisse, comme à Mantes, déjà mentionné par Viollet-le-Duc, ou comme dans d'autres monuments, comme l'église de Gonesse, que nous avons eu l'opportunité d'examiner de près il y a quelques mois. Alors bien sûr, pour être tout à fait sûr de l'absence de ces chapelles, il faudrait soit pratiquer un sondage archéologique à l'entrée des chapelles rayonnantes, soit effectuer un relevé par géoradar de cette zone. Cela a été partiellement fait lors de la couverture géoradar de Notre-Dame établie par l'INRAP en 2020, en préalable au montage des échafaudages. Et le géoradar de l'INRAP n'a détecté à l'entrée des chapelles aucune structure particulière. Donc le bilan, en 3 points de cette petite analyse, en dépit de ce qu'a pu laisser croire le dessin de Viollet-le-Duc représentant le plan de Notre-Dame de Paris avec 3 absidioles rayonnantes similaires à celles du chevet de Saint-Étienne-de-Bourges, ces absidioles ne semblent pas avoir existé à Paris. Il n'y a pas de traces d'éventuelles absidioles pour tour extérieure du mur d'enveloppe du XIIe siècle. Il n'y a pas de traces d'implantation d'absidioles sur le relevé géoradar de cette zone, même s'il est imparfait, même s'il faudrait sans doute le compléter. Et il n'y a pas de décalage significatif des assises entre les parties conservées des maçonneries du XIIe siècle. La conclusion à tirer, c'est qu'il n'y a pas de filiation architecturale entre ces 2 cathédrales, et pour le dire en toutes lettres, Saint-Étienne-de-Bourges ne dérive pas de Notre-Dame de Paris. Elle correspond à un autre projet architectural. En fait, il faut comprendre que reconstruite sous Henri de Sully pour exprimer le statut archiépiscopal et les prétentions primatiales du siège de Bourges, la cathédrale Saint-Étienne répond à un projet dans lequel l'imitation d'une cathédrale suffragante
fût-elle la cathédrale de la nouvelle capitale du royaume, n'aurait eu aucun sens véritable. Et en dernier point, eh bien, j'espère que voilà désormais assaini le terrain scientifique qui va nous permettre une approche comparée des cathédrales de Bourges et de Paris, sans que nous soyons les uns et les autres suspectés de vouloir encore une fois raccrocher Bourges à la cathédrale Notre-Dame, ce qui nous permet d'ouvrir cette séance qui va nous amener à entendre les communications suivantes. Je vous remercie de votre attention.